Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui est un peu plus complexe que les dernières vidéos que j'ai faites ces temps-ci. J'ai enfin eu l'humeur de vouloir faire une vidéo un peu plus complexe que les autres et de refaire une vidéo un peu plus tutoriel, explicative, comme j'en faisais il y a quelques temps. J'ai jamais voulu arrêter d'en faire, mais voilà quoi, mon humeur faisant en sorte que j'avais vraiment pas envie d'en faire. Et là, je me sens un petit peu mieux, donc j'ai pris le temps d'écrire, de prendre des notes pour faire la vidéo, donc j'ai des notes. La vidéo va être un peu organisée, ce ne sera pas juste au pif. Donc, cette vidéo va parler de la limitation sur, avec les anciens disques durs sur les PC. Donc, il y a des limitations, vous les connaissez peut-être pas si vous êtes jeune, parce que vous n'avez pas vécu cette époque-là, c'est plus un problème aujourd'hui. Il reste qu'une réminiscence de cette époque encore aujourd'hui, et c'est le format, la MBR sur les disques durs qui sont limités à 2 Teraoctets. Mais aujourd'hui, c'est pas mal la seule limite qui reste au niveau des disques durs. Et encore là, c'est une limitation du BIOS qui a été remplacé par l'UEFI qui peut supporter des disques durs de plusieurs, c'est téraoctets, non, c'est pétaoctets je crois qu'ils peuvent supporter. Donc vraiment aujourd'hui c'est plus une limite. Mais fut une époque où les premières normes avaient été faites sans vraiment penser au futur et on est vite arrivé à des limitations. Donc pourquoi? Quand l'IBM PC est sorti en 1981, IBM n'avait pas du tout prévu qu'il y aurait besoin d'avoir des disques durs dans les PC. Les disques durs coûtent encore une fortune à l'époque. C'était, je crois, 4000 $ pour un disque dur de 5 mégaoctets. Et vu que les disquettes faisaient 320 kilooctets, entre 160 et 360 kilooctets, on comprend assez vite que d'avoir un disque dur de 5 mégaoctets, c'est pas très justifié, et surtout pour 4000 $. Donc on peut comprendre pourquoi IBM n'avait pas ressenti le besoin d'ajouter le support du disque dur dans le BIOS. Et donc l'IBM PC n'était capable de démarrer que sur des disquettes. Il y a eu des extensions disque dur pour l'IBM PC, mais il fallait quand même démarrer sur disquette ou changer complètement le BIOS pour pouvoir démarrer dessus. Donc IBM a rectifié le tir avec le PCXT. Et ils ont rajouté le support du disque dur comme disque de démarrage. Et IBM en ont profité pour faire leur standard, qui est très vite arrivé à ses limites au milieu des années 90, pardon, puis même à la fin des années 80 pour certains trucs, mais là on sort du cadre de cette vidéo. Donc, voilà, il y a eu énormément de limitations, donc je vais survoler que les limitations principales sur les PC. Il y en a beaucoup d'autres. Ça va d'une limitation du BIOS à une limitation logicielle à une limitation matérielle. Donc je ne vais pas couvrir toutes les limitations. Il y a un site qui a répertorié ce qui, je suppose, est la grande majorité des limitations qu'il y a sur PC. Donc je vais le mettre dans le lien de la vidéo. Vous pourrez aller voir. Il doit y avoir une quinzaine de limitations différentes qui viennent, qui sont soit des limitations matérielles, logicielles ou autres. Donc, vous pourrez aller explorer ça. Moi, ici, je vais couvrir que les principales. Donc, maintenant que l'introduction est terminée, on peut passer à la suite et à la première partie de cette vidéo. Bien, donc, pour cette partie de la vidéo, on va maintenant passer aux premières limitations et à l'arrivée de l'IDE. Savoir qu'avant l'IDE, il y avait une limitation, déjà celle imposée par IBM et celle imposée par le MFM et le RLL. Donc le RLL est celui qui peut avoir le plus d'espace, par exemple, qui est, je crois, 700 quelques mégaoctets, un truc du genre. Et IBM ont, eux, leur propre limite, qui est que le CHS est en 24 bits. Donc, là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que le CHS? Eh bien, le CHS, c'est pour Cylinder Head Sectors, ou cylindre, tête et secteur. C'est une vieille façon de pouvoir trouver des informations sur un disque, et c'est celle qu'IBM a choisie, à savoir qu'il y a une autre façon qui s'appelle la LBA, Logical Block Address, si je me souviens bien,
qui existe depuis très longtemps elle aussi. Même d'ailleurs, elle existe depuis tellement longtemps que l'IDE techniquement est du LBA 22 bits. C'est juste qu'il y a une conversion au niveau du contrôleur IDE qui s'effectue. Et l'IDE a, quant à lui, il fait ça sur du 20 bits. Donc, le CHS est en 20 bits. Et j'ai fait un petit tableau qui va pouvoir vous le montrer si c'est si pas bien. Donc, comme vous pouvez voir dans le tableau, j'ai un peu sectionné tout ça. Et on remarque que le C pour le nombre de cylindres est sur 10 bits. Donc, on a 1024 cylindres possibles. Les têtes sont en 4 bits. Donc, on a jusqu'à 16 têtes possibles. Et on a 6 bits réservés pour les secteurs. Donc, on peut avoir jusqu'à 63 secteurs par piste. Là, vous allez me dire, oh, attends un peu, ça fait 64. Oui, sauf que IBM ont décidé que le premier n'était pas utilisé. Donc, c'est 64 moins 1, donc 63. Ce qui nous donne donc une taille totale, si on fait les calculs, de 504 mégaoctets si on ajuste avec la taille de je sais plus trop quoi. Donc ça fait grosso modo 504 mégaoctets que vous pouvez utiliser. Dans les années 80, 504 mégaoctets, les gens se disaient ouais, on n'aura jamais besoin de ça parce que les gens avaient des disques durs de 5, 10, 20 et 40 mégaoctets. Et déjà, des disques de 40 mégaoctets à cette époque-là coûtaient une fortune. Donc, voilà, ça valait pas la peine. Donc, ça c'est la limite qui est donc imposée par la différence entre l'adressage de l'IDE et l'adressage mis par IBM. Pourquoi ils ont décidé de faire autrement, je ne saurais pas vous dire, mais c'est ce qui a été choisi quand Western Digital et Compaq se sont mis ensemble avec d'autres compagnies pour sortir l'IDE. D'ailleurs, petite tangente, pourquoi, on va retirer le tableau pour que vous puissiez voir mon magnifique visage. Pourquoi l'IDE? Eh bien, parce que, justement, le MFM et le RLL étaient une limite. Et en plus, le MFM et le RLL sont des technologies très anciennes. De la façon qu'ils fonctionnent, ça devient vite très limitant. Donc, il faut un peu moderniser un peu le tout et avoir des disques durs meilleurs, des contrôleurs disques durs meilleurs. Et tant qu'à ça, Compaq et Western Digital se sont dit que ce serait une excellente idée d'intégrer le contrôleur sur le disque dur, puisque les disques MFM sont séparés en deux. J'en ai un. Où? Ah, voilà. Sont séparés en deux trucs. Vous avez la carte MFM ici, qui a le contrôleur et une partie du décodage et tout. Et vous avez le disque dur ici, qui a son propre contrôleur. Cette puce-là, c'est un microprocesseur d'ailleurs, qui a son propre contrôleur pour déplacer les têtes et un peu lire les données et les envoyer sur le circuit pour que tout ça, ça puisse être lu, décodé, blablabla, par le contrôleur. Donc, Compaq s'est dit que ce serait une bonne idée que ce soit intégré, donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc techniquement, l'IDE, c'est un contrôleur mis sur un disque dur, et à la base, on peut juste brancher un disque dur IDE sur un port ISA, mais il faut le convertisseur là, mais vous pouvez juste faire ça. C'est pour ça que les cartes IDE coûtaient si peu cher en fait sur les IBM PC, parce que grosso modo, c'est juste le disque dur qui est branché sur le port ISA avec quelques puces logiques entre les deux pour s'occuper de 2-3 petits trucs, mais de base, je crois que c'est même pas nécessaire. Donc, voilà. Comme je dis, il fallait donc modifier un peu tout ça, et ça a été décidé comme ça, donc 20 bits pour pouvoir avoir la conversion CHS, et techniquement l'IDE, comme j'ai dit, est en LBA 28 bits, ce qui la limite à 2 gigaoctets, mais cette limite-là ne sera jamais atteinte parce qu'on va passer au LBA 28 bien avant, mais là je m'égare un peu. Donc, on a cette limitation de 504 mégaoctets, et les compagnies voient de plus en plus arriver cette limitation qui approche à très grands pas, surtout dans les années 90, qui est la décennie qui a probablement vu les plus grosses explosions en matière d'avancées technologiques sur les ordinateurs.
il aura fallu attendre un bon moment avant qu'on commence à en avoir, et même là encore aujourd'hui, c'est bof bof, ce qu'on a. Donc, les constructeurs de PC se sont mis à ajouter plus de bits dans le BIOS. Yeah. Donc, on passe maintenant aux 24 bits, comme IBM, ce qui maintenant repousse la limite jusqu'à 8,4 gigaoctets. Donc, 24 bits, c'est divisé comment? Je vais vous remettre le tableau. Donc, on a 10 bits pour les cylindres encore, 8 bits pour les têtes et 6 bits pour les secteurs. Ce qui nous donne comme seule différence les têtes qu'on a jusqu'à 256 têtes. Donc, ça c'est très bien. Et comme je vous dis, à cette époque-là, l'IDE supportait maintenant le LBA 28 bits. Donc, l'IDE n'était plus limité à 2 gigaoctets, mais à 128 gigaoctets pour un disque dur. L'IDE qui a rattrapé son retard sur le SCSI, par exemple. Et voilà. Donc, la première limite des 2 gigaoctets de l'IDE n'a jamais été atteinte. Et maintenant, les BIOS peuvent supporter jusqu'à 8,4 gigaoctets de taille pour l'espace disque. Ce qui va repousser le problème, grosso modo, de 4-5 ans. Ce qui est très peu, vu l'avancée des technologies à l'époque. Bien, donc pour cette partie, on va maintenant parler des dernières barrières. Ce qui est un peu dommage quand même, les gens réussissent enfin à surpasser les barrières du pif qui ont été mis au cours de l'histoire de l'IDE. Et après, le SATA arrive. Bon. Donc, là, il nous reste deux barrières principales à discuter. Il y en a une que c'est un BIOS mal codé, et l'autre, tout simplement, on arrive à la limite de la LBA 28, qui est de 128 gigaoctets. Donc, pour parler du problème avec le BIOS, qui est un problème qui touche les BIOS Howard, on va maintenant parler de la dernière révision du CHS. Donc oui, c'est la dernière fois qu'on entend parler du CHS. Après ça, c'est terminé. Il n'y aura pas de CHS en 48 bits. Les ordinateurs et les BIOS seront totalement passés en LBA pour l'adressage des disques durs. Donc, je vais vous montrer la table. Donc, le CHS a été maintenant mis en 28 bits. Comme vous pouvez voir, on a 16 bits dédiés pour les pistes, 4 bits dédiés pour les têtes et 8 bits dédiés pour les secteurs par piste. Donc, ce qui est bien, ça permet d'étendre ça jusqu'à 128 gigaoctets. Malheureusement, c'est pas compatible avec les anciens BIOS. Du moins, le nombre de pistes par secteur, le nombre de secteurs, je vais inverser, le nombre de pistes, voilà. C'est pas très important, il y a juste à en mettre moins si le BIOS en supporte pas. Mais si votre disque dur a 255 secteurs par piste, le BIOS ne le supportera pas. Donc, les constructeurs ont fait... je pense que tous les constructeurs ont fait ça. J'en ai pas vu qui ont supporté le CHS en 28 bits. Donc, les trucs que les constructeurs ont fait, c'est qu'ils ont seulement pris le nombre de pistes. Donc, vous allez avoir des disques durs qui vont avoir jusqu'au nombre maximal de pistes. Et, par contre, ils vont garder le même nombre de têtes et de secteurs que dans l'ancienne façon que le CHS était géré pour que les disques restent compatibles avec les anciens BIOS. C'est très important. Donc, avec ça, les disques durs, en fait, si on va jusqu'à la taille maximale, qui... la calculatrice, voilà. Si on fait le nombre maximal de pistes et qu'on multiplie par le nombre maximal de têtes classiques et le nombre maximal de secteurs classiques, donc 16 et 63, ça fait une limite de 32 gigaoctets. Et c'est là qu'arrive le bug avec le BIOS Howard, puisque eux, bien qu'ils supportent la LBA, ils font encore la conversion, comme d'autres BIOS, mais ils font la conversion LBA vers CHS. Or, dépasser les 32 gigaoctets,
ça dépasse le nombre de cylindres du CHS 28 bits. Et le BIOS Award détecte pas le disque ou il plante. Donc, voilà, c'est un bug stupide pour vous. Pour régler le problème, généralement, une simple mise à jour du BIOS va régler ce problème-là. Si votre BIOS ne peut pas régler ce problème-là, il y a une solution très simple et c'est la solution à laquelle je vais vous parler. Juste avant, il y a une révision, la TA6, qui a ajouté le support la LBA 48 bits et donc on est passé à plusieurs pétaoctets d'espace de disque disponible pour les disques durs. Donc là, on n'est vraiment pas prêt d'atteindre cette limite-là. Autant on peut avoir des salles de serveurs avec des dizaines de pétaoctets ou voire des centaines, autant on n'aura pas de disque dur avec des pétaoctets dessus. Franchement, je pense que je vais être vieux quand on soit rendu avec des disques durs de plusieurs pétaoctets. Quoique les SSD sont rendus là, mais ça c'est une histoire pour le futur. Donc, voilà. Donc je vais en revenir à ça ici. Pourquoi une des raisons de pourquoi les compagnies voulaient garder les disques durs compatibles avec les anciens BIOS, en ayant le même nombre de têtes et de secteurs, c'est que est arrivé sur le marché un programme qui permet d'outrepasser les limites des BIOS. Et moi je vais vous montrer Easy Drive, mais il existe d'autres programmes comme par exemple OnTrack qui est la version de Seagate si je me souviens bien. Et ce programme-là, comme je vous ai dit, permet d'outrepasser la limite du BIOS, puisqu'on peut simplement charger du code dans le BIOS et changer comment le BIOS voit le disque dur. Donc, pour ça, il faut que le BIOS soit capable de démarrer sur le disque dur et il faut garder une compatibilité avec les anciens BIOS pour pouvoir démarrer dessus. Certains disques durs ne supportent pas cette compatibilité-là. Ils n'affichent pas le nombre de CHS, mais il ajoute ici un support. La plupart des disques ont ça. Après, ça a commencé à disparaître au début des années 2000. Mais il y a eu ça pendant un petit moment quand même. Les disques durs avaient un mode de compatibilité. Il y a plusieurs modes de compatibilité. Souvent, la limite qui apparaît, c'est 32 gigaoctets et 8,4 gigaoctets. Comme là, ici, on a une limite de 2,1 gigaoctets. C'est une autre limite là, qui est due à je ne sais plus trop quoi. Mais voilà. Et grâce à ça, vous pouvez faire en sorte que votre disque dur démarre sur l'ordinateur, puisque pas tous les BIOS vous laissent entrer les CHS et la plupart des BIOS font ça automatiquement. Donc au démarrage, votre BIOS, même s'il est vieux, même s'il ne supporte pas les nouveautés, il peut détecter automatiquement le disque dur à chaque démarrage et complètement planté, pas détecté, et votre ordinateur ne pourra pas démarrer. Donc cette compatibilité-là permet d'outrepasser. Donc, grâce à ça, vous pouvez par exemple mettre, si votre BIOS supporte l'ancienne version 20 bits, vous mettez 1024, 16, 63, votre disque dur va pouvoir démarrer. Le programme Easy Drive va se charger, changer les fonctions du BIOS et votre disque dur sera 100% accessible. Donc, comme je vais vous montrer, la prochaine partie de la vidéo va être de vous montrer comment on peut faire fonctionner un disque dur sur un vieux PC. Et vous allez voir, ce petit 60 gigaoctets là va démarrer sur tous les vieux PC que je vais vous montrer. Donc, je vais faire pause, on va passer aux vieux ordinateurs et je reprends. Bien, donc comme vous pouvez voir, nous sommes sur le 386 à 40 MHz qui a un BIOS de 1991-92, voilà, 91, et qui ne supporte pas les disques durs plus grands que 504 mégaoctets. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis la taille que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le plus important ici, c'est le même nombre de têtes et de secteurs par piste. Et là, j'ai mis le nombre maximal de pistes, donc 1024. Donc, si je quitte, hop, là, avant de quitter, voilà, vous n'allez pas me voir installer Easy Drive sur le disque. Je ferai une vidéo dédiée à l'installation d'Easy Drive. Ce ne sera pas une vidéo très longue, ça fera 10 minutes maximum parce que c'est pas compliqué à installer. Mais je préfère faire ça dans une vidéo séparée parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo du Toshiba. Et voilà, je vais pas vous envoyer regarder la vidéo du Toshiba qui fait quoi, 35 minutes. Donc voilà, je ferai une vidéo à part qui vous montre comment installer Easy Drive.
et vous pourrez vous en occuper. EasyDrive n'est pas limité au disque dur. Comme vous pouvez voir, on est sur un disque dur Maxstar, alors que EasyDrive, c'est fait par... ça vient de chez Western Digital. Donc, on va quitter. Hop. Vous pouvez voir que EasyBIOS s'initialise et qui change les trucs. Et là, nous sommes... Là, c'est pas Windows 95, j'ai installé que le commande.com. Donc, voilà, on a que ça. Et si je fais un petit dire, vous allez voir qu'on a 57 gigaoctets de libre, alors que nous sommes sur un 386 de 1991. Si c'est dit pas bien. Donc maintenant, on va passer à une autre machine. Je reprends. Bien. Donc, là, nous sommes sur le 486DX. Et comme vous pouvez voir, hop, j'ai installé un truc, une carte. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire si vous avez la carte, bien entendu, et des ports PCI. Je ne sais pas si ça a existé sur d'autres types de ports, mais à savoir sur les ports PCI, vous avez des cartes IDE qui vous ajoutent le support des disques durs de grande capacité. Et comme vous pouvez voir, il est complètement détecté. Donc, là ici on a un petit truc de... C'est supposé être un disque de 80 gigaoctets. Il est différent de celui que je viens de vous montrer, parce que lui il fait pas 80 gigaoctets, celui que je vous ai montré avant, là, mais voilà. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il décide de le montrer comme faisant 10 mégaoctets, 10 gigaoctets, mais c'est pas ça la question. Ces cartes-là vous ajoutent le support des disques grande capacité, donc jusqu'à 128 gigaoctets. Et en plus, ces cartes-là ajoutent la fonction de démarrage sur le disque dur. Donc, vous n'êtes pas coincé avec votre ancien BIOS. Celui-là, la carte va vous ajouter le support. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais retirer ça et brancher le disque dur avec EasyDrive dedans. Oh, et d'ailleurs, avant de passer à la suite, j'ai oublié de vous dire, mais ces contrôleurs-là en PCI sont très bien aussi parce que, d'un, ils vous permettent d'ajouter le support des disques durs de grande capacité, mais en plus, elles vont beaucoup plus rapide. Cette carte-là me donne des vitesses jusqu'à 35 mégaoctets seconde sur un 486 DX4 à 100 MHz. Le contrôleur de base va à 3,5 mégaoctets seconde, donc j'ai des performances 10 fois plus rapides avec cette simple carte en PCI. Et en plus, j'ai le support de l'Ultra DMA 66. Donc vraiment, ce genre de carte-là, même si vous en avez une intégrée, je peux vous la recommander. Elle va grandement accélérer les vitesses de transfert si vous avez du PCI. Et par contre, si vous voulez l'installer, n'oubliez pas de désactiver le contrôleur intégré, s'il y en a un intégré bien entendu, mais n'oubliez pas de le désactiver parce que sinon, ça pourrait faire des conflits. Bien, donc le disque est maintenant mis. Comme vous pouvez voir, ce BIOS supporte le CHS de plus grande capacité. Donc, on a jusqu'à 8,4 gigaoctets ici. Ce qui veut donc dire qu'on a 8,4 gigaoctets d'accessible de base dans le BIOS, mais le disque est plus gros que ça. Donc, comme je vous ai dit, EasyDrive va permettre d'outrepasser cette limite-là, mais il faut quand même pouvoir démarrer sur le disque dur, et là, le BIOS va pouvoir démarrer. D'ailleurs, si vous remarquez que votre disque dur n'est pas détecté dans une grande taille, disons, vérifiez que votre BIOS est en mode Large Disk Access Mode. Ça va porter un nom différent dans les autres types de BIOS, mais vérifiez si votre BIOS est dans un mode de CHS plus élevé que celui 20 bits de base. Grâce à ça, je peux avoir jusqu'à 8,4 gigaoctets au démarrage. Et bien entendu, j'ai réactivé le contrôleur intégré pour pouvoir accéder à l'IDE depuis que j'ai enlevé la carte PCI. Donc, on va sauvegarder. Et vous allez voir, le disque dur va redémarrer comme sous le 386. Les lecteurs de disquettes. On a EasyBIOS qui démarre. Et Windows 95. Et si je fais dire, on a toujours 57 gigaoctets
d'espace libre. Bien, donc voilà, donc ça c'est fini pour cette partie-là, donc on va maintenant aller passer à la conclusion. Je reprends. Bien, donc c'est pas mal tout pour cette vidéo, donc comme vous avez pu voir, il y a eu beaucoup de trucs qui s'est passé avec l'IDE et les BIOS, et les disques durs en général, à l'époque du PC. Donc, je vous ai pas montré un exemple avec le BIOS, le bug du BIOS avec Howard avec 32 gigaoctets. Tout simplement parce que ça revient au même que les autres que je vous ai montrés. Ça revient au même qu'avec les autres ordinateurs que je vous ai montrés avec EasyBIOS. Vous pouvez l'outrepasser avec ça. Le programme était vendu, entre autres, pour ça à une certaine époque. Et, voilà. J'espère que vous avez apprécié ça. Il y aura une autre vidéo qui va venir sur les disques durs. Ça va être sur les disques durs MFM. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner encore, là, mais je vais essayer de la faire. J'ai d'autres vidéos aussi qui sont en attente. Là. Je vais probablement la poster la journée même que je vais poster celle-là. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur ça. Depuis que j'ai eu mon autre disque dur en MFM, j'ai mon autre de libre et j'ai pu bidouiller avec. Donc je vais pouvoir vous montrer un peu comment installer ce genre de carte-là sur des ordinateurs un peu plus récents. Puisque ça ne fonctionne pas toujours de base sur les PC plus modernes. Là. Quand je dis moderne, je parle des 386 et plus. Donc voilà. Et sinon, c'est pas mal tout. Je peux vous montrer la dernière acquisition en termes de disque dur IDE. Je crois que j'ai filmé. Non, j'ai pas filmé. Dans tous les cas, je vous ai pas montré ou parlé du disque dur MFM que j'ai acheté. C'est un Seagate ST 225. Donc un truc très classique. Donc ça c'est le dernier disque dur que j'ai acheté. Donc voilà. Un petit disque dur Western Digital Caviar de 270 mégaoctets. Si vous vous demandez ce que veut dire le 1 ici, pourquoi c'est pas 1,2 gigaoctets, en fait le 1 veut dire le nombre de plateaux qu'il y a dans le disque dur. Donc c'est un disque dur, un plateau de 270 mégaoctets. Et vous pouvez voir ici, on a les CHS, donc la taille du disque dur. Et puis c'est tout. Voilà. Je l'ai testé, il fonctionne très bien. Je l'ai payé 1$ sur eBay. Excellent achat, je regrette rien. Et entre-temps, il y a ce disque dur-là qui est mort. Celui que vous avez vu en début de vidéo. Il s'agit d'un Quantum Fireball ST de 2,3, c'est bien ça? Non, de 3,2, pardon, gigaoctets. Je suis pas surpris que ce disque dur-là soit mort. Quand je l'ai testé l'année dernière, parce que je teste mes disques durs, ma pile de disques durs, j'ai une grosse pile de disques durs. Je la teste 2 fois par année. Et la dernière fois que je l'avais testé, celui-là, c'était pas trop bien. Donc je suis pas surpris qu'il soit mort. Mais ça me fera des pièces de plus pour dans les vidéos. Et c'est pas mal tout ce que je peux vous dire. J'ai une liste de trucs que je veux faire en vidéo, mais ça va très très lentement. Là, je pourrais aussi bientôt faire une vidéo sur les lecteurs Easy Drive de chez SideQuest. Easy Drive, ouais, Easy 135 de chez SideQuest. Il s'agit encore une fois d'un truc SideQuest comme je vous ai déjà montré. Sauf que lui, c'est des cartouches plus vieilles, donc 135 mégaoctets. Je ferai une vidéo sur ça, peut-être. Et autre truc du genre, comme enfin monter le Pentium 4 que je veux monter depuis un bon moment. Et autre chose du genre. Donc, vous avez eu un petit aperçu des prochaines vidéos, là. Et j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Ça leur a mis beaucoup de temps à faire, juste de filmer les 2 premières parties de la vidéo. Pas les deux, mais après l'intro et la dernière partie où je parle des dernières limitations. J'ai dû reprendre pendant 1 heure le fil pour filmer tout ça, donc ça a été très long. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.